Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'enseignement de physiologie animale. Nous allons aborder ensemble le 4e chapitre de ces enseignements consacré à la physiologie sexuelle mâle chez les mammifères. Cette première vidéo du chapitre 4 va vous présenter un organe important de l'appareil génital mâle qui est le testicule, et nous évoquerons la localisation particulière de ce testicule. Nous évoquerons ensuite la structure du testicule, puis dans la dernière partie de cette vidéo, je vous présenterai la formation du testicule. Vous avez ici les deux chromosomes sexuels, chromosome X et chromosome Y, et nous verrons que le chromosome Y joue un rôle très important dans le déclenchement de la formation d'un testicule. Introduction à ce 4e chapitre, 2 points d'introduction. Un mot tout d'abord sur le testicule, ici qui est présenté sur un schéma de l'appareil reproducteur masculin. Nous aurons l'occasion de revenir souvent sur ce schéma pour en voir les différentes composantes. Le testicule est, chez tous les animaux à reproduction sexuée, la glande génitale mâle. On dit aussi la gonade mâle. Et ce testicule, cette gonade mâle, a deux fonctions. C'est le deuxième point de cette introduction. Une double fonction du testicule. Tout d'abord, ce que j'appellerai la fonction exocrine. J'ai mis ici des guillemets. Une sécrétion exocrine, c'est en général une sécrétion d'une molécule vers le milieu extérieur. Ici, la fonction exocrine du testicule, c'est une sécrétion vers le milieu extérieur, non pas de molécules, mais de cellules. Donc c'est pas tout à fait la définition de l'exocrinie classique. Cette fonction exocrine, c'est la fonction gamétogène du testicule, c'est-à-dire sa fonction de production de spermatozoïdes, c'est-à-dire sa fonction de production de gamètes mâles, et nous consacrerons la prochaine vidéo à la présentation de cette fonction exocrine du testicule. La deuxième grande fonction du testicule, c'est la fonction endocrine, c'est-à-dire sa fonction de sécrétion d'hormones qui vont passer dans le sang, qui vont agir sur des cellules cibles. On verra notamment parmi les hormones testiculaires les hormones androgènes, qui sont des hormones stéroïdes, ce qu'on appelle aussi des stéroïdes sexuels. Cette étude de la fonction endocrine du testicule sera abordée dans la 3e vidéo du chapitre 4. Cette présente vidéo vise à vous montrer la localisation, la structure et la formation du testicule dans l'ensemble du cours. Nous sommes dans la première partie. Et on va évoquer tout d'abord la localisation du testicule. Alors premier point, la notion de position originale, qui est la position extra-abdominale. En effet, chez la plupart des mammifères, dont l'homme, les testicules sont localisés en position extra-abdominale, on peut dire en position basse. Ils sont présents en fait dans une poche cutanée qu'on appelle le scrotum ou les bourses, et cette position est une position qui est acquise en fait au cours du développement embryonnaire, les testicules étant formés en fait dans la cavité abdominale de l'embryon, et ils vont ensuite se déplacer vers la position scrotale au cours de la vie embryonnaire. Alors quelques mots sur le déplacement des testicules au cours de la vie embryonnaire. Vous avez ici un schéma d'un fœtus de 7 mois. Voilà ici un testicule qui est en position haute, et vous avez un cordon ligamentaire qu'on appelle le gubernaculum, qui est un cordon en fait qui est associé au testicule, et ce cordon ligamentaire va progressivement se raccourcir au cours de la vie embryonnaire, et ce raccourcissement va entraîner le testicule. Donc voilà ici un schéma d'un fœtus de 8 mois. Vous voyez que le testicule est largement descendu, et le gubernaculum est beaucoup plus court que tout à l'heure. Et sur ce schéma d'un enfant 1 mois après la naissance,
bien vous avez le testicule qui a acquis sa position définitive, donc sa position scrotale, sa position basse, et le gubernaculum, le cordon ligamentaire, vous voyez ici, est à sa taille minimale chez l'homme et chez la plupart des mammifères. Cette descente qui a eu lieu pendant la vie fœtale est une descente irréversible. Alors quelques mots pour d'autres mammifères qui n'ont pas des testicules en position extra-abdominale, mais au contraire qui conservent en fait une position intra-abdominale de leurs testicules. Alors ce sont par exemple des mammifères aquatiques. On peut citer le dauphin, et nous avions vu ensemble que les testicules étaient en position intra-abdominale dans le chapitre 2, première partie, et nous avions évoqué dans cette vidéo le système d'irrigation particulier qui permettait de refroidir le testicule du dauphin grâce à un système d'échange à contre-courant où du sang était refroidi notamment au niveau des nageoires et permettait en fait de refroidir le testicule qui reste en position intra-abdominale. Autre exemple de mammifères aquatiques à testicules non descendus, les lamantins, ici le lamantin des Caraïbes, on est dans le groupe des Siréniens, et là encore on a des testicules en fait qui restent en position intra-abdominale. Deux exemples de mammifères terrestres ayant aussi des testicules en position intra-abdominale, l'éléphant, illustré ici par l'éléphant d'Afrique, et puis un deuxième exemple, le tamanoir, le grand fourmilier d'Amérique du Sud, qui conserve aussi des testicules en position intra-abdominale. Alors attention, ces quelques exemples ne doivent pas faire oublier que chez la plupart des mammifères, il y a une descente des testicules dans les bourses, si bien que les testicules sont en position extra-abdominale. Quelques mots maintenant sur un échangeur thermique particulier, et je prendrai ici l'exemple de l'homme, c'est-à-dire dans le cas des mammifères dont les testicules sont en position extra-abdominale. Alors les testicules ici, qui sont positionnés dans le scrotum, sont en fait à une température qui est inférieure de quelques degrés, par exemple chez l'homme 35 degrés, inférieure de quelques degrés à la température corporelle interne. Nous avions vu dans le chapitre 2, première partie, qu'il existait chez les mammifères un centre thermique qui est à 37 degrés et puis une périphérie, une enveloppe qui est à une température variable. Bien, les testicules sont finalement positionnés ici plutôt dans l'enveloppe thermique, alors que la cavité abdominale, par exemple, elle est située dans le noyau thermique. Donc les testicules sont à une température qui est légèrement inférieure à 37 degrés. Et il existe un système d'irrigation particulier qui permet de maintenir ce refroidissement du testicule. Alors pour cela, je vais vous présenter le système d'irrigation du testicule, ici chez l'homme. Alors vous avez tout d'abord un système artériel qui irrigue le testicule, c'est la partie haute de ce schéma. Vous avez notamment une artère testiculaire, et cette artère testiculaire est en fait un long vaisseau spiralé qui amène le sang à l'organe testiculaire. Ce sang provient du noyau thermique, c'est donc du sang qui est à 37 degrés. Et puis vous avez pour le secteur veineux du testicule des veines testiculaires qui vont converger en un réseau anastomosé de veines formant le plexus pampiniforme. Et ce plexus pampiniforme contient du sang qui vient donc du testicule, donc qui vient finalement de l'enveloppe thermique, et qui contient donc du sang qui est légèrement plus froid que le sang artériel testiculaire. Alors du coup il existe, et on le voit sur cette vue frontale, il existe un rapprochement intime entre l'artère testiculaire, ici en rouge, qui amène donc du sang à 37 degrés au testicule, et le plexus pampiniforme des veines testiculaires qui ramène vers le centre du sang légèrement refroidi. Et comme nous l'avions vu
dans le chapitre 2, il existe ici un échange de chaleur à contre-courant entre le sang artériel, ici qui descend, et le sang veineux qui remonte. Et ce système d'échange thermique à contre-courant permet finalement au plexus pampiniforme d'absorber la chaleur du sang artériel afin de refroidir le sang artériel qui arrive au testicule. C'est donc un système qui permet un maintien de cette différence de température entre le testicule et le centre thermique du corps. Quelques mots sur la cryptorchidie, crypto signifiant caché. En fait, une cryptorchidie, c'est quand les testicules, ou un des deux testicules, ne sont pas descendus et sont restés en position intra-abdominale. Alors, deux types de cryptorchidie. Tout d'abord, la cryptorchidie expérimentale. Alors ici, c'est une cryptorchidie provoquée par intervention chirurgicale chez l'animal pour essayer de voir quelle est la conséquence d'une non-descente testiculaire. Alors si on fixe chirurgicalement les testicules en position intra-abdominale pendant plusieurs jours chez l'animal, donc cryptorchidie expérimentale, eh bien on s'aperçoit que au bout de quelques semaines, on va avoir un arrêt de la spermatogénèse, c'est-à-dire un arrêt de la fonction de production de spermatozoïdes par le testicule. Donc on peut déduire de cette expérience de cryptorchidie sur l'animal qu'une température un peu plus basse que la température corporelle centrale est nécessaire au bon déroulement de la spermatogénèse chez les animaux dont les testicules sont en position intrascrotale. Alors il existe une deuxième type de cryptorchidie, la cryptorchidie clinique chez l'homme, c'est-à-dire l'absence de descente des testicules ou d'un des deux testicules au cours de la vie fœtale. Et dans ce cas, on observe qu'il y aura stérilité, donc absence de fertilité à partir de la puberté chez le garçon cryptorchide. Et donc en fait, on va opérer précocement ces enfants pour induire une descente des testicules. Et on peut noter que, outre la stérilité, il existe en plus un risque accru de tumeurs malignes dans le testicule qui n'est pas descendu. On a terminé la présentation de la localisation du testicule. Quelques mots maintenant sur la structure du testicule, et nous allons étudier cette structure à deux échelles. Tout d'abord, notion anatomique, on va regarder l'organe testiculaire, puis ensuite on verra les cellules testiculaires dans la partie histologique. Donc anatomie, et on va s'appuyer sur le schéma de l'appareil génital masculin et ensuite sur un schéma du testicule. Alors on l'a vu ici, les testicules sont chez l'homme et chez la plupart des mammifères en position extra-abdominale, et ils sont en fait recouverts par un repli de peau qu'on appelle le scrotum ou les bourses. Et sous la peau scrotale, vous avez un organe qu'on va décrire ici, qui est le testicule. Attention à ne pas confondre avec un second organe qui va coiffer chaque testicule et qu'on appelle l'épididyme. Donc c'est cet organe auquel on va s'intéresser. Donc voilà ici un schéma du testicule. Donc le testicule, c'est cette partie ici là, et l'épididyme, c'est cette partie qui coiffe le testicule, dont on aura l'occasion de reparler, notamment dans la prochaine vidéo. Alors ici, il existe deux testicules. Les deux testicules sont logés dans le scrotum, et ces testicules sont revêtus par une capsule fibreuse, qui est une capsule d'enveloppe conjonctive, dense, blanche, qu'on appelle l'albuginée. Et cette albuginée contient notamment des fibres de collagène, et elle contient aussi des cellules musculaires lisses. Donc c'est une sorte d'enveloppe fibreuse du testicule. Cette albuginée va s'enfoncer dans le testicule pour former une zone qui est représentée ici en petit pointillé, qu'on appelle le corps de Highmore. Et entre l'albuginée périphérique
et le corps de Highmore plus central sont présentes des cloisons conjonctives qui vont délimiter dans le testicule 200 à 300 lobules testiculaires. Donc voilà ici un lobule testiculaire. Dans chaque lobule testiculaire, vous avez 1 à 4 tubules séminifères. On parlera beaucoup des tubules séminifères par la suite. Et ce sont ces tubules séminifères qui sont producteurs de spermatozoïdes. Alors ces tubules sont d'abord très flexueux. On dit dans cette partie longue là qu'ils sont des tubes séminifères contournés. Et ensuite ils vont confluer dans chaque lobule en un court canal qu'on appelle le tube droit. Donc voilà ici un tube droit qui est un point de confluence de plusieurs tubules séminifères. Et puis ces tubes droits vont communiquer avec un réseau de canaux qu'on appelle le rété testis. On l'appelle aussi le réseau de Haller, H-A-2-L-E-R, rété testis ou réseau de Haller. Et ce réseau de Haller parcourt le corps de Highmore. Alors notons qu'au-dessus du testicule, on a un autre organe qui est l'épididyme, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et cet épididyme qui coiffe le testicule va contenir des cônes efférents. Donc voilà ici les cônes efférents. Ces cônes efférents, on dit parfois aussi les canaux efférents. Donc efférents, c'est-à-dire qui sort du testicule, sont des canaux en fait qui sont issus du rété testis et qui débouchent dans un long canal qu'on aura l'occasion de revoir dans la prochaine vidéo, qu'on appelle le canal épididymaire, qui est un canal fortement contourné et qui est un canal qui va parcourir l'ensemble de l'épididyme. Donc voilà pour la présentation de l'organe testiculaire. Nous allons maintenant changer d'échelle et présenter le testicule d'un point de vue histologique, c'est-à-dire d'un point de vue tissulaire, d'un point de vue des cellules qui constituent le testicule. Alors voilà ici une observation en microscopie électronique à balayage avec fausse couleur d'une coupe transversale de testicule, et chaque unité ici c'est un tube séminifère. On a ici en coloration bleue les spermatozoïdes produits par ces tubules séminifères, et on peut repérer tout de suite qu'il y a une zone qu'on pourrait appeler le compartiment tubulaire, et puis une zone interstitielle, c'est-à-dire une zone qui est ici colorée en orange sur cette image en fausse couleur, qui est le compartiment interstitiel, c'est-à-dire un compartiment entre les tubes séminifères. Alors voici ici un schéma qui va nous servir à présenter les différentes cellules du testicule. Donc c'est une représentation en fait schématique des différents types cellulaires qui constituent le testicule humain. Alors tout d'abord, le premier compartiment dont je vais vous parler, c'est le compartiment tubulaire, ce qui correspond en fait à la paroi d'un tube séminifère. Et cette paroi du tube séminifère est formée de la lumière ici vers la périphérie de 3 zones. Première zone, une couche unique de grandes cellules qu'on appelle les cellules de Sertoli, sur lesquelles on reviendra beaucoup, vous verrez par la suite, notamment dans la prochaine vidéo. Ces cellules de Sertoli formant une couche sont des cellules épithéliales impliquées dans la production des spermatozoïdes. On dit aussi que les cellules de Sertoli constituent l'épithélium séminifère, l'épithélium qui est générateur de la semence. Notons que entre les cellules de Sertoli, vous avez, et notamment aussi à la base des cellules de Sertoli, vous avez en fait des cellules germinales, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, notamment des spermatogonies, des spermatocytes, des spermatides, on reviendra sur ces termes, qui sont en fait les cellules de la lignée spermatique. Et nous verrons que la spermatogénèse a une direction centripète, c'est-à-dire qu'elle se fait toujours de la périphérie vers le centre. Et on va avoir une évolution de cette lignée
donc de la base des cellules de Sertoli vers la lumière du tube séminifère. Sous l'épithélium séminifère, vous avez une lame basale. Donc une lame basale, c'est une matrice extracellulaire spécialisée, notamment riche en collagène de type 4. Et cette lame basale soutient l'épithélium. Les épithéliums sont toujours soutenus par cette matrice qu'on appelle une lame basale. Attention, ce n'est pas une membrane cellulaire, c'est un constituant extracellulaire de soutien. Et puis en dessous de la lame basale, toujours dans ce qu'on pourrait appeler le compartiment tubulaire, vous avez une ou plusieurs couches de cellules péritubulaires, donc péritubulaires autour du tubule, qu'on appelle aussi des cellules myoïdes, parce qu'elles ont des analogies avec des cellules musculaires lisses. Notamment, ce sont des cellules qui sont riches en actine et en myosine, et ce sont en fait des cellules capables de se contracter, et nous verrons que la contraction de ces cellules joue un rôle essentiel dans l'évacuation des spermatozoïdes hors des tubes séminifères. On a terminé la présentation du compartiment tubulaire avec une couche de cellules de Sertoli soutenue par une lame basale et entourée par des cellules péritubulaires. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment interstitiel. Il constitue l'espace compris entre les tubes séminifères. Dans ce compartiment, vous avez présence de vaisseaux sanguins, donc ici les capillaires sanguins, mais surtout présence de cellules particulières qu'on appelle les cellules de Leydig ou cellules interstitielles, et qui sont des cellules particulières notamment d'un point de vue structural. Ce sont des cellules dont le réticulum endoplasmique lisse est abondant, et ce sont aussi des cellules qui contiennent des mitochondries particulières, qu'on va voir dans un instant. Ces deux caractéristiques associées à un équipement enzymatique spécifique fait de ces cellules des cellules stéroïdogènes, c'est-à-dire des cellules capables de synthétiser des hormones stéroïdes, et notamment, nous verrons, elles synthétisent les hormones androgènes, comme par exemple la testostérone. Alors, voilà ici une image en microscopie électronique à transmission de mitochondries des cellules de Leydig, et au lieu d'être des mitochondries classiques avec une membrane interne en lamelle, ce sont des mitochondries à crête tubulaire, et nous aurons l'occasion de voir que la membrane interne de ces mitochondries porte un complexe enzymatique très important dans la production des hormones stéroïdes. Alors on peut tirer un bilan de cette présentation structurale du testicule. Finalement, vous avez dans un testicule deux grands types cellulaires. Vous avez d'une part les cellules de Sertoli, encadrées ici en vert. Ces cellules sont indispensables à la spermatogénèse. Elles sont finalement impliquées dans l'activité exocrine du testicule, c'est-à-dire l'activité de production des spermatozoïdes, et on peut considérer que finalement ce que j'appelais tout à l'heure le testicule exocrine, c'est l'ensemble des cellules de Sertoli nécessaires à la production des spermatozoïdes. Et la deuxième composante de ce testicule, ce sont les cellules de Leydig, du tissu interstitiel proche des capillaires sanguins. Et ces cellules de Leydig sont productrices des hormones stéroïdes de type androgène, et donc ce sont elles finalement qui représentent la composante endocrine du testicule. Cette dualité, cette opposition, cellules de Sertoli, cellules de Leydig, sera reprise, vous verrez, tout au long de ces enseignements sur la physiologie sexuelle mâle. Je vais maintenant vous présenter la différenciation et la détermination du testicule. Attention, différenciation et détermination sont deux notions différentes. Une cellule, une structure, un organe se différencie, c'est-à-dire acquiert certaines spécialisations, parce que cette cellule, cette structure, cet organe ont été au préalable déterminés pour s'engager dans cette voie de différenciation. Et quand on parle ici de la différenciation et de la détermination d'une gonade, eh bien, il s'agit en fait du mécanisme qui d'abord oriente
une ébauche gonadique, c'est la détermination, vers une voie de différenciation masculine, testicule, ou féminine, un ovaire. Donc la chronologie normale, c'est 1. Détermination, 2. Différenciation, mais pour des raisons pédagogiques, je vais d'abord vous présenter la différenciation, et ensuite, qu'est-ce qui détermine cette différenciation d'un testicule. Alors quelques mots tout d'abord sur la notion de sexe génétique. Alors le sexe génétique, il dépend du type de chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels, on les appelle aussi les hétérochromosomes ou les gonosomes, et ce sont les chromosomes X et les chromosomes Y. L'établissement du sexe génétique, ou du sexe chromosomique, on peut utiliser aussi ce terme, a lieu au moment de la fécondation, et il dépend de la nature du chromosome sexuel, X ou Y, apporté par le spermatozoïde fécondant. Si le spermatozoïde amène un chromosome X, on aura un œuf et donc un embryon femelle de karyotype XX, et si le spermatozoïde apporte un chromosome Y, on obtiendra un œuf et donc un embryon mâle de karyotype XY. Le deuxième type de sexe, c'est ce qu'on appelle le sexe gonadique. Alors le sexe gonadique, on dit aussi les caractères sexuels primordiaux, il correspond au type de gonade, au type de glande sexuelle. La glande génitale peut être soit un testicule, si le sexe génétique est XY, soit un ovaire, si le sexe génétique est XX. Et le premier élément de l'appareil génital à se différencier, c'est la gonade. Donc la chronologie, c'est établissement du sexe génétique à la fécondation, puis du sexe gonadique. On parle ensuite de sexe phénotypique, donc le phénotype sexuel, on dit aussi le sexe somatique, sexe corporel, se définit par deux types de caractères. Des caractères sexuels primaires, c'est par exemple la nature des voies génitales, on y reviendra dans la prochaine vidéo, et puis des caractères sexuels secondaires, qui sont des caractères par exemple comme la pilosité. Il y a dans l'espèce humaine et chez les mammifères, en général, un dimorphisme sexuel entre les deux sexes. Alors l'établissement du sexe phénotypique se produit pendant deux périodes. L'une au cours de la vie fœtale, c'est la différenciation des caractères sexuels primaires, on les évoquera, vous verrez dans la troisième vidéo du chapitre 4, et l'autre période se situe au moment de la puberté, dans l'établissement des caractères sexuels secondaires. On y reviendra aussi dans la troisième vidéo du chapitre 4. Alors, on va évoquer maintenant le stade indifférencié de la gonade. En effet, jusqu'à la 6e semaine de développement, donc dans l'espèce humaine, entre 4 et 6 semaines après la fécondation, on a formation d'une ébauche gonadique, une ébauche de glandes génitales, on parlera de crêtes génitales, qui sont pour le moment indifférenciées, c'est-à-dire dont la morphologie est identique, quel que soit le sexe génétique XY ou XX. Et nous allons voir que cette ébauche gonadique résulte en fait de la jonction entre une ébauche somatique, constituée par des cellules somatiques représentées ici en rose, et des cellules germinales représentées en vert, dont je vais vous parler. Alors ces crêtes génitales, cette ébauche gonadique, apparaît en fait comme un épaississement de la paroi du mésonéphros. Alors le mésonéphros, c'est le rein embryonnaire, transitoire, ici donc chez l'embryon, et ce rein va dégénérer ensuite pour laisser place à un rein définitif qu'on appelle le métanéphros. Alors les cellules germinales, ce qu'on appellera les cellules germinales primordiales, on dit aussi les gonocytes primordiaux, vont apparaître très tôt, dès le 20e jour, et ils ont comme origine au départ des cellules qui sont localisées dans un mésoderme extra-embryonnaire, qui est en fait un tissu épithélial du sac vitellin près du diverticule allantoïdien, près de l'ébauche allantoïdienne. Et ces cellules sont au départ au nombre de quelques dizaines. On a pu, par des marquages de ces cellules germinales primordiales, mettre en évidence que ces cellules subissaient
une migration de la zone extra-embryonnaire vers l'ébauche gonadique qu'elles vont coloniser. Et tout au cours de leur migration, ces cellules se multiplient également. Elles se déplacent par des mouvements amoeboïdes et vous avez un facteur attractif de la famille du TGF-bêta qui est sécrété par les crêtes génitales et qui attire les cellules germinales primordiales. Et donc finalement, l'ébauche de la glande génitale, c'est finalement deux types cellulaires, des cellules somatiques, en rose ici, et des cellules germinales qui ont une origine extragonadique, qui ont colonisé la gonade. Alors nous allons voir maintenant que dans la différenciation testiculaire, on a deux étapes successives. La première étape, c'est la formation des cordons séminifères. On se situe ici à partir de la 7e semaine dans l'espèce humaine. Alors en fait, pour le premier événement de la différenciation testiculaire, c'est la différenciation des cellules de Sertoli, qui sont représentées ici en bleu, primitives, qui sont des cellules riches en réticulum endoplasmique rugueux, et ces cellules vont s'agréger entre elles par des jonctions, notamment par des desmosomes, pour former les cordons séminifères. On dit aussi les cordons testiculaires, et ces cordons séminifères sont en fait les ébauches des futurs tubes séminifères. Ces cellules de Sertoli vont entourer les cellules germinales. Les cellules germinales sont maintenant des spermatogonies fétales, et ces spermatogonies vont se multiplier jusqu'à la période prénatale pour rester ensuite au repos jusqu'à la puberté. Et le déclenchement de la méiose, qu'on verra dans la prochaine vidéo, se fera seulement à partir de la puberté. Donc les cordons séminifères sont constitués finalement par des cellules somatiques, les cellules de Sertoli, et des cellules germinales qui sont les spermatogonies. Deuxième étape dans la différenciation d'un testicule, la différenciation des cellules de Leydig. On est ici à la 8e semaine dans l'espèce humaine. Alors dans le mésenchyme situé entre les cordons séminifères vont se différencier d'autres cellules somatiques qui sont les cellules interstitielles ou les cellules de Leydig, que j'ai ici encadrées en rouge, qui sont représentées en marron. Alors ce sont des cellules qui deviennent apparentes vers la 9e semaine et qui seront fonctionnelles dès la 10e semaine. Alors ces cellules se différencient à partir de cellules mésenchymateuses qui sont situées entre les cordons séminifères, et les caractéristiques structurales de ces cellules sont celles de cellules stéroïdogènes avec une abondance du réticulum endoplasmique lisse et des mitochondries à crête tubulaire. Et ces cellules de Leydig du testicule fœtal vont produire de la testostérone. Donc vous avez ici une augmentation très importante de la testostérone chez le fœtus masculin entre la 8e et la 20e semaine de vie embryonnaire. On reverra l'importance de cette testostérone par la suite dans la 3e vidéo de ce chapitre 4. Alors notons ici que au moment où débute la différenciation testiculaire, le tractus génital est encore indifférencié, et donc c'est l'occasion de voir ensemble quelle est la configuration du stade indifférencié pour les tractus génitaux. Bien, quel que soit le sexe génétique, on a deux paires de canaux, on a deux canaux de Müller et deux canaux de Wolff, et nous verrons que les canaux de Müller sont les canaux qui donneront les tractus femelles, alors que les canaux de Wolff donneront les tractus mâles. Après vous avoir parlé de la différenciation testiculaire, je vais vous présenter les mécanismes de détermination testiculaire qui reposent sur l'expression de gènes spécifiques. Notamment, je vais vous parler de deux gènes importants, le gène SRY et le gène SOX9. Dans un premier temps, mise en évidence
du rôle du chromosome Y dans la détermination testiculaire. L'observation du phénotype sexuel de sujets présentant un karyotype anormal a permis de mettre en évidence le rôle du chromosome Y. Par exemple, les individus atteints du syndrome de Turner et qui présentent un seul chromosome sexuel, le chromosome X, mais pas de chromosome Y et pas de second chromosome X, ils sont 45 chromosomes X0. Ces individus développent des ovaires, certes rudimentaires, et ils auront un phénotype féminin. De même, des sujets qui sont triplo X, donc 3 fois le chromosome X, vont développer des ovaires et un phénotype féminin. Par contre, des sujets atteints du syndrome de Klinefelter, qui possèdent 3 chromosomes sexuels, donc X, X, Y, ils sont 47 X, X, Y, vont développer des testicules et un phénotype masculin. Il en est de même pour des individus qui ont un karyotype X, Y, Y et qui développent donc aussi des testicules et un phénotype masculin. Nous pouvons donc en déduire que la formation d'un testicule résulte de la présence du chromosome Y, quel que soit le nombre de chromosomes X présents. Le chromosome sexuel Y exerce donc un contrôle génétique dominant dans la détermination testiculaire, tandis que le processus qui conduit à la formation d'un ovaire résulte de l'absence du chromosome Y et non de la présence de 2 chromosomes X. Le chromosome Y porte donc au moins un gène de détermination testiculaire qui, avant d'avoir été identifié, a été appelé initialement chez l'homme le gène TDF pour Testis Determining Factor. Chez l'homme et chez beaucoup de mammifères, le chromosome Y est un des plus petits chromosomes. Il est beaucoup plus petit, vous voyez, que le chromosome X. Le chromosome Y représente seulement 2 à 3% du génome. C'est par exemple chez l'homme un chromosome qui est près de 3 fois plus petit que le chromosome X. Alors des comparaisons de séquences menées sur les chromosomes sexuels ont suggéré que le chromosome Y pouvait être en fait l'homologue du chromosome X. Cette origine commune pourrait expliquer la présence de régions d'homologie qu'on appelle les régions pseudo-autosomales, qui sont les régions PAR1 et PAR2, situées à chacune des extrémités des 2 bras du chromosome Y. Ces régions pseudo-autosomales sont impliquées dans l'appariement des chromosomes X et Y lors de la prophase 1 de la méiose chez le mâle. C'est dans la région PAR1, donc la première région pseudo-autosomale, que se produit un crossing over obligatoire entre le chromosome X et le chromosome Y lors de la méiose mâle. Les gènes qui sont localisés dans les régions PAR1 et PAR2 se comportent donc comme des gènes autosomiques. Mais la grande majorité du chromosome Y, c'est-à-dire 95% de ce chromosome Y, est spécifique et présent donc à l'état haploïde. Alors ce chromosome Y contient de l'hétérochromatine, qui est principalement composée de séquences hautement répétées, et il contient aussi de l'euchromatine, qui renferme un certain nombre de gènes impliqués dans le déterminisme du sexe, mais aussi impliqués dans la spermatogénèse. Notamment, vous avez les locus AZFA, B et C qui comportent un certain nombre de gènes impliqués dans la formation des spermatozoïdes. Et puis le chromosome Y comporte aussi des gènes impliqués dans le contrôle de la taille des individus mâles. Alors je vais vous présenter quelques données qui ont conduit à la découverte du gène SRY. Tout d'abord, des données concernant des souris dites sex reverse. Il existe en effet des individus souris qui sont
des souris XX, mais qui ont un phénotype mâle. Il s'agit donc d'inversion sexuelle, c'est-à-dire que le sexe phénotypique et le sexe gonadique de ces souris XX sont inverses du sexe génétique. On appelle ces souris sexe reverse, des souris XX SXR, et ces souris différencient, malgré l'absence de chromosome Y, des testicules qui sont par ailleurs des testicules stériles. Alors, on va expliquer cette anomalie. Eh bien, en fait, lors de la méiose de première génération chez le mâle, pour le chromosome Y, il y a eu une translocation accidentelle du segment TDF sur le segment pseudo-autosomal. Et ensuite, lors de la méiose de seconde génération, eh bien, le segment TDF a été transloqué sur le chromosome X paternel par crossing over, ce qui explique que chez ces souris XX, eh bien, un des deux X porte le segment TDF et du coup induit l'expression et la formation de testicules chez ces souris XX. Alors on a également mis en évidence des inversions sexuelles chez l'homme. Il existe en effet des femmes qui sont XY et des hommes qui sont XX. L'analyse moléculaire de patients présentant des inversions sexuelles de ce type a permis de démontrer que l'extrémité du bras court du Y était impliquée dans la formation du testicule. Et en fait, les femmes XY et les hommes XX représentent les deux résultats possibles d'un même événement génétique. En effet, les femmes XY résultent en fait d'une perte du segment TDF sur le chromosome Y, tandis que les hommes XX ont acquis ce segment TDF par une translocation du TDF sur un de leurs chromosomes X au moment de la méiose paternelle. Alors, en fait, il y a un échange génétique, un échange de matériel génétique qui s'est produit entre les régions terminales des chromosomes X et des chromosomes Y au moment de la méiose mâle, et le déterminant testiculaire TDF a été enlevé en fait du chromosome Y, donc on appellera ici le chromosome Y délète TDF, c'est-à-dire qui a perdu son segment TDF, et la présence d'un chromosome Y sans le segment TDF va permettre de donner naissance à des individus qui seront X, Y, mais Y sans le segment TDF, et donc ce seront des individus XY, mais qui ont un phénotype féminin. Et inversement, lors de cet échange, le chromosome X va recevoir le déterminant TDF, c'est ce qu'on appelle ici XTDF+, et du coup les individus XX, dont un des deux X porte le segment TDF, auront un phénotype masculin. Alors à partir de l'étude de ces inversions sexuelles, eh bien, on a pu progressivement identifier, caractériser la séquence génétique responsable de la détermination d'un testicule. Alors la région minimale qui doit contenir le TDF est restreinte en fait à un fragment d'ADN de 35 kilobases qui est situé en fait dans la région la plus distale du chromosome Y, à proximité immédiate de la frontière avec la région ici PAR1. Et la recherche de séquences codant à l'intérieur de cette région minimale a conduit en fait à l'identification du gène SRY. Ce gène SRY a été baptisé par ce sigle, Y parce qu'il fait partie du chromosome Y, et sexe R pour sexe et R région. Donc sex determining region of chromosome Y, région du chromosome Y impliquée dans la détermination sexuelle, plus précisément dans la détermination testiculaire. Alors, une fois que ce gène SRY a été identifié, on l'a dit dans la partie
du bras court du chromosome Y, dans ce qu'on appelle le segment YP. Attention, le gène SRY, on a bien montré qu'il n'existait pas normalement sur le chromosome X. C'est un gène spécifique au chromosome Y. Alors, on s'est intéressé ensuite aux caractéristiques du gène SRY et de la protéine codée par ce gène. Alors, le gène SRY code pour une protéine, la protéine SRY, qui possède un domaine homologue à celui des protéines du HMG, du Height Mobility Group. Les protéines HMG sont des protéines à haute mobilité électrophorétique. En effet, ce sont des petites protéines non histones qui entrent dans la composition de la chromatine. Et l'existence d'un domaine HMG permet en fait à la protéine SRY de se lier à l'ADN. Vous voyez ici, dans la séquence du gène SRY, on a repéré ici ce qu'on appelle une boîte HMG, c'est-à-dire la partie de la séquence génétique qui code pour le domaine HMG de la protéine SRY. Donc le gène SRY possède une boîte HMG, mais cette boîte HMG se retrouve en fait dans plusieurs facteurs de transcription, et du coup le gène SRY va définir une nouvelle famille de gènes qui sont des gènes apparentés, et on appellera cette famille la famille des gènes SOX, qui sont des gènes SRY Related HMG Box, c'est-à-dire tous des gènes qui ont une parenté forte avec SRY, des gènes qui contiennent tous une boîte HMG et qui présentent d'ailleurs dans cette famille tous de fortes homologies en dehors de la séquence HMG. Alors les gènes SOX interviennent dans de nombreux processus de développement, et l'un d'entre eux, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le gène SOX9, intervient, joue un rôle important dans la cascade de détermination testiculaire. Là ici, on va regarder les profils d'expression de gènes impliqués dans la détermination du sexe au cours du développement gonadique chez le mâle et chez la femelle de souris. Donc chaque fois, la première ligne c'est chez le mâle, deuxième c'est la femelle. On a étudié un certain nombre de gènes, et notamment on va évoquer ici l'expression temporelle du gène SRY chez la souris. On a en fait détecté les ARN messagers de SRY. Alors l'expression du gène SRY, c'est-à-dire la transcription de ce gène, pendant la vie fœtale de la souris, a lieu seulement chez le mâle, et plus précisément dans les crêtes génitales des mâles. Et on remarque que cette expression est limitée à une période précise, en gros entre 10 et 12 jours post-coitum. Les précurseurs des cellules de Sertoli sont en fait le premier type cellulaire où SRY s'exprime juste avant que ne se forment les cordons séminifères. Donc SRY est exprimé en fait au moment précis où les premières cellules de Sertoli se différencient, c'est-à-dire au moment de la différenciation testiculaire. On a ensuite étudié la localisation dans les cellules de Sertoli du testicule fœtal de la protéine SRY, et on a identifié par immunocytochimie que la protéine SRY était localisée dans le noyau des cellules de Sertoli du testicule fœtal. Alors de très belles expériences ont conduit à prouver le rôle clé de SRY dans la détermination testiculaire. Ce sont des travaux qui ont été réalisés sur des souris transgéniques. On a en fait micro-injecté le gène SRY dans les pronucléi de zygotes de souris, et dans plusieurs cas, les embryons XX ayant incorporé le transgène SRY, donc ce qu'on appellera des souris transgéniques XX-SRY, vont former des testicules et des organes génitaux mâles, notamment un pénis. Alors ici, sur cette figure, vous avez dans la partie de droite le résultat d'une amplification des gènes par PCR suivi d'un Southern blot, et ce Southern montre la présence du gène SRY dans des mâles normaux, donc c'est
les souris mâles XY en première position ici. Donc voilà ici la présence du gène SRY. On observe aussi que le gène SRY est présent ici dans la souris transgénique qui est indiquée en 3, qui est la souris XXSRY, celle qui a incorporé le transgène. Notons par contre ici en position 2 que le gène SRY est absent de la souris femelle normale, donc la souris XX de cette même portée. Alors ici on observe le phénotype de deux souris, la souris 1 qui est la souris mâle classique et la souris 3 qui est la souris transgénique exprimant le gène SRY. Et on voit que les organes reproducteurs externes de la souris transgénique sont mâles et ils sont en fait essentiellement les mêmes que ceux d'un mâle normal XY. Notons que les souris transgéniques XXSRY ont des testicules, mais elles ne peuvent pas former de spermatozoïdes fonctionnels parce que la présence de deux chromosomes X empêche la formation de spermatozoïdes chez la souris. C'est quelque chose qui a été montré aussi chez l'homme. Donc ici, ces expériences montrent que le gène SRY est le gène clé de la détermination testiculaire. Il est porté par le chromosome Y et sa présence est nécessaire pour la formation de testicules chez les mammifères. L'expression de SRY va conduire à la mise en place d'un programme conduisant à la différenciation de la gonade en testicules. Alors ici, on a fait l'étude des séquences du gène SRY chez différentes espèces de mammifères et on a mis en évidence en fait que des gènes homologues à SRY existent dans la quasi-totalité des espèces de mammifères. En fait, le gène SRY n'est retrouvé que chez les mammifères, mais avec, on va le voir ici, des variantes dans les séquences. Alors quand on compare les gènes SRY de l'homme, du taureau, du porc, de la souris, on voit que le domaine HMG est particulièrement bien conservé. Vous voyez, plus de 80% d'homologie entre espèces. Et puis des analyses phylogénétiques concernant le gène SRY ont montré que ce gène évoluait plus vite que d'autres gènes dans le génome. Et ceci explique qu'il y ait des variations ensuite concernant ce gène quand on compare les différentes espèces et que notamment les gènes SRY n'ont pas toujours exactement le même mode d'action selon les espèces. Alors on va traiter justement du mode d'action de SRY. Alors le gène SRY va déclencher en fait une cascade génétique aboutissant à la différenciation testiculaire et au développement d'un phénotype mâle. Le gène SRY détermine notamment la différenciation des cellules de Sertoli. La protéine SRY, c'est-à-dire donc le produit d'expression du gène SRY, ici chez l'homme, contient un domaine HMG qui est codé par la boîte HMG. Ce domaine présente environ 80 acides aminés et c'est un domaine qui est capable de se lier à l'ADN, se lier notamment à une séquence de type AAC-AAT. Alors l'existence de ce motif HMG va conférer à la protéine SRY son aptitude à se fixer à des séquences spécifiques de l'ADN, puis à engendrer une courbure à la double hélice d'ADN, et cette courbure induite par la protéine SRY va permettre le rapprochement et l'interaction entre différents facteurs de transcription et donc conduire à une activation de la transcription de gènes cibles. Alors la localisation nucléaire de la protéine SRY et sa propriété de liaison à l'ADN ont suggéré que SRY soit en fait le facteur de transcription mettant en route le programme génétique aboutissant à la différenciation testiculaire. Alors la protéine SRY ne constitue pas en fait un facteur de transcription conventionnel parce qu'elle n'a pas de site de domaine spécifique de contrôle transcriptionnel et donc elle agit simplement
par courbure de l'ADN et modification de l'accessibilité des gènes cibles à des complexes transcriptionnels spécifiques. Mais par exemple, la protéine SRY de souris et puis la protéine SOX9 de l'homme, dont je parlerai tout à l'heure, constituent, elles, de véritables facteurs de transcription, car ce sont des protéines qui contiennent, outre le domaine HMG, un domaine spécifique d'activation transcriptionnelle. Alors on a terminé avec la présentation du gène SRY et on va voir qu'un deuxième gène joue un rôle clé qui est le gène SOX9. Alors voilà ici toujours le profil d'expression de différents gènes au cours du développement gonadique chez la souris. Certains autres gènes interviennent, comme par exemple le gène WT1 qui est un gène qui code pour un facteur de transcription et qui est impliqué notamment dans la morphogénèse de la crête génitale dans les deux sexes et qui intervient ensuite dans la détermination testiculaire. Le gène SF1 qui est un gène qui code pour un récepteur nucléaire et qui est impliqué notamment dans la régulation de la transcription de gènes qui sont impliqués dans la stéroïdogénèse. Nous on va parler ici du gène SOX9 et je vous parlerai un peu tout à l'heure aussi de l'AMH. Alors ici chez la souris on peut observer qu'il existe une forte expression du gène SOX9 après l'expression de SRY. En fait la détection des ARN messagers de SOX9 dans les gonades de souris des deux sexes commence aux alentours du 10e jour et elle va augmenter chez le mâle à partir du 12e jour, c'est-à-dire au cours de la différenciation du testicule, et cette augmentation se fait en fait dans les cellules de Sertoli. L'activation, la forte expression de SOX9 se fait en fait juste après l'expression de SRY. Et par contre, chez la souris femelle, SOX9 est exprimé au départ, mais cette expression va décroître ensuite dans l'ébauche ovarienne. Et vous voyez que chez la femelle, on n'a plus l'expression de SOX9 ici, au moment où l'ovaire se met en place. Alors on peut le voir ici sous forme de ce graphe, où on regarde l'expression de SOX9 au cours du temps chez la souris. Et on voit bien ici que au départ, le gène SOX9 est exprimé quel que soit le sexe génétique, mais le gène SOX9 voit son expression augmenter de façon importante au moment où SRY est exprimé chez le mâle. Et par contre, on voit que SOX9 est complètement réprimé chez la femelle au début de la différenciation ovarienne. Donc ceci laisse penser que SRY est un inducteur de l'expression de SOX9. Il intervient en amont dans la cascade d'expression génétique conduisant à la détermination testiculaire. Une action directe de SRY sur la région promotrice de SOX9 a pu être démontrée chez la souris. Alors quel est le rôle de SOX9 ? Bien, SOX9 c'est un gène autosomique qui est conservé chez l'ensemble des vertébrés, alors que SRY n'est retrouvé que chez les mammifères. Et on pense qu'au cours de l'évolution, SRY aurait été rajouté chez les mammifères ancestraux en amont de SOX9, ce qui a permis finalement de lier la détermination du sexe à un mécanisme génétique dépendant du chromosome Y. Ce mécanisme génétique dépendant du chromosome Y est un mécanisme qui est spécifique des mammifères. Alors, la protéine SOX9, elle présente un domaine de fixation à l'ADN de type HMG. Elle présente aussi un domaine impliqué spécifiquement dans l'activation transcriptionnelle. Et SOX9 va contribuer en fait en interaction avec d'autres facteurs de transcription à activer l'expression de gènes cibles. Alors on a montré que la protéine
SOX9 chez le mâle était une protéine qui allait être transloquée dans le noyau suite à l'expression du gène SRY dans les précurseurs des cellules de Sertoli. Et le passage de la protéine SOX9 dans le noyau des précurseurs des cellules de Sertoli va déclencher l'activation de l'expression de gènes cibles et du coup déclencher le programme de différenciation mâle. Par contre, chez la femelle, SOX9 au départ est présent, mais il demeure cytoplasmique et ensuite il va disparaître avec la formation notamment des cellules folliculaires de l'ovaire embryonnaire. Alors, on a montré en fait que chez le mâle, la détermination testiculaire est déclenchée, on l'a dit, par SRY dans les précurseurs des cellules de Sertoli. Du coup, le gène SOX9 est fortement transcrit et en interaction avec d'autres facteurs de transcription comme WT1 dont j'ai parlé tout à l'heure, SF1 dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le facteur GATA4, SOX9 a initié l'expression de gènes cibles dans les cellules de Sertoli du testicule fœtal, et notamment il va déclencher l'expression du gène de l'AMH dans les cellules de Sertoli, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, un mot sur le produit d'expression de ce gène. Eh bien, l'AMH, c'est en fait une hormone, c'est l'hormone anti-mullérienne. C'est une hormone glycoprotéique et c'est en fait la toute première hormone sécrétée par le testicule fœtal avant même la formation des cordons séminifères. Et quand tout à l'heure je vous ai parlé de la dualité fonctionnelle des deux types cellulaires du testicule, en vous disant que la cellule de Sertoli c'était finalement la composante plutôt exocrine du testicule et la cellule de Leydig la composante plutôt endocrine du testicule. Bien attention, dans le testicule fœtal, la première cellule endocrine productrice d'hormones, c'est non pas la cellule de Leydig, mais c'est la cellule de Sertoli productrice d'hormones antimullériennes. L'hormone antimullérienne fait partie d'une famille qui est la famille du TGF-bêta, du Transforming Growth Factor. Alors, cette hormone va exercer un effet local dans le testicule. Elle va induire la différenciation des cellules de Leydig qui, à leur tour, vont produire de la testostérone, donc deuxième hormone testiculaire qui va apparaître. Et puis, l'hormone anti-mullérienne va également être impliquée dans la maturation des conduits. On va y revenir. Donc du coup, la conséquence de l'expression du gène SRY porté par le chromosome Y chez le mâle va conduire à la différenciation testiculaire, c'est-à-dire à la formation d'une gonade, avec dans un premier temps différenciation des cellules de Sertoli qui vont produire l'hormone antimullérienne, et dans un second temps, différenciation des cellules de Leydig qui vont produire de la testostérone. Alors cette hormone antimullérienne, je vous l'ai dit, non seulement elle a un rôle dans la différenciation des cellules de Leydig, mais elle va jouer aussi un rôle dans la différenciation sexuelle de l'appareil génital. Vous vous souvenez qu'au stade indifférencié, il y avait 2 canaux de Muller et 2 canaux de Wolff. Eh bien, l'hormone antimullérienne va induire la régression des canaux de Muller. Elle va déclencher en fait une apoptose des canaux de Muller et seuls les canaux de Wolff seront maintenus. La testostérone produite par les cellules de Leydig du testicule fœtal vont maintenir et masculiniser les canaux de Wolff. On reviendra sur ce point dans la troisième partie de ce chapitre 4. Alors pour terminer, je voulais vous montrer la différence concernant la détermination ovarienne. Eh bien, chez les fœtus femelles, 2 chromosomes X, donc absence de chromosome Y, donc absence de gène SRY. Donc pas de gène SRY, et bien du coup, le programme, donc pas de protéine SRY, et donc pas d'activation du programme
de différenciation conduisant à la formation d'un testicule, mais on aura au contraire ici l'obtention d'un ovaire. En effet, s'il n'y a pas de protéine SRY, on l'a vu tout à l'heure chez la souris, il y a chute et disparition de l'expression de SOX9. Du coup, pas de différenciation des cellules de Sertoli, et donc pas de production d'AMH, et puis pas de différenciation de cellules de Leydig, et donc pas de testostérone. Et l'organe qui va se différencier à ce moment-là, c'est l'ovaire. On a une différenciation ovarienne qui est finalement déterminée par l'absence ici de SRY. Alors, il existe probablement aussi des gènes impliqués dans la différenciation ovarienne, notamment par exemple les gènes DAX1, WNT4 sont des gènes qui doivent intervenir dans la différenciation ovarienne. Alors du coup, chez le fœtus femelle, eh bien, pas de cellules de Sertoli, donc pas d'hormones antimullériennes, donc les canaux de Muller ne vont pas régresser, ils vont persister et ils vont conduire à la formation des tractus génitaux femelles, notamment par exemple ici utérus, oviducte. Et par contre, pas de cellules de Leydig, donc absence de testostérone, et les canaux de Wolff ne seront pas maintenus, ils vont au contraire régresser ici. Alors pour conclure ici sur la cascade de détermination du sexe que je voulais mettre en place ici, eh bien on peut finalement retenir que le point de départ c'est le sexe génétique, c'est-à-dire présence de deux chromosomes X ou d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Et ce sexe génétique va en fait déterminer le sexe gonadique. La présence du gène SRY porté par le chromosome Y va déclencher une cascade d'événements mettant en jeu une succession de gènes et notamment en aval de SRY la participation du gène essentiel, le gène SOX9, et cette cascade va conduire à la différenciation testiculaire. On peut dire que SRY est le gène initiateur majeur dans la détermination testiculaire, mais d'autres gènes interviennent dans la cascade. Et par contre, en l'absence de chromosome Y, donc en l'absence du gène SRY, mais avec la participation d'autres gènes, comme le gène DAX1, eh bien on aura différenciation d'un ovaire. Ensuite, j'ai essayé de vous montrer que le sexe gonadique allait finalement être déterminant sur l'acquisition du sexe phénotypique, notamment sur la sexualisation des voies génitales, des organes génitaux externes. En effet, par exemple, chez le mâle, la masculinisation des voies génitales et des organes génitaux externes se fait sous l'influence de deux hormones testiculaires, l'AMH, produite par les cellules de Sertoli du fœtus, puis la testostérone, produite par les cellules de Leydig du fœtus. Par contre, la féminisation des voies génitales chez la femelle se fait ici en l'absence d'hormones testiculaires, c'est-à-dire en l'absence d'AMH et de testostérone. On peut dire finalement que le sexe génétique détermine le sexe gonadique par l'intermédiaire de l'expression de gènes, et ensuite le sexe gonadique détermine le sexe phénotypique par l'intermédiaire d'hormones comme l'AMH et la testostérone. Donc chez les mammifères, la différenciation sexuelle est un processus en cascade au cours duquel le sexe génétique détermine le sexe gonadique, lequel détermine le sexe phénotypique. Et dans tout ce processus, les gènes jouent un rôle important, gène SRY, gène SOX9, gène de l'AMH, gène des enzymes impliquées dans la synthèse de testostérone. En fait, on peut dire que le déterminisme du sexe chez les mammifères est strictement génétique. Il n'est pas influencé par des facteurs de l'environnement. Alors que par contre, chez les vertébrés inférieurs, la détermination du sexe gonadique va dépendre aussi de facteurs externes.
on a par exemple des inversions sexuelles chez les poissons ou chez les amphibiens par la présence, par exemple, d'hormones stéroïdes exogènes. On a montré que la température d'incubation intervenait dans la détermination du sexe gonadique chez les amphibiens ou chez les reptiles, par exemple. Voilà, on est arrivé au bout de cette première partie du chapitre 4, consacrée à la présentation du testicule. Et je vous retrouve très bientôt pour évoquer avec vous la deuxième partie de ce chapitre 4, qui sera consacrée à l'activité exocrine du testicule et du tractus génital, et plus précisément, on parlera de la production de spermatozoïdes, on parlera notamment donc de la spermatogénèse, on parlera de la spermiation, de la maturation des spermatozoïdes, et on évoquera aussi les mécanismes d'érection et d'éjaculation. Je vous remercie pour votre attention, et je vous retrouve avec plaisir pour la suite de ces enseignements de physiologie par vidéo. Merci.